Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment diversifier ses revenus en tant que diététicien et d'avoir du succès dans les différents projets parallèles que vous souhaitez mener. Alors quand on se lance comme diététicien indépendant, on pense principalement à je vais faire des consultations, mais bien souvent on a plein d'autres idées aussi en tête et on a vite envie en général de sortir de son cabinet, de rencontrer d'autres personnes et surtout de se lancer d'autres défis professionnels que de ne faire que des consultations. Mais en pratique, ce n'est pas toujours facile, on ne sait pas toujours comment aussi on va s'y retrouver financièrement et on a toujours peur évidemment de perdre du temps, de perdre de l'argent quand on lance différents projets en parallèle. Et nous, on trouvait évidemment super important de faire cet épisode aujourd'hui pour vous donner les grandes idées, nos fondamentaux qui sont pour nous, pour vous aider à bien démarrer, à bien cartonner quand vous lancez un nouveau projet, pour le faire évidemment de la meilleure manière possible. Notre promesse avec cet épisode, c'est de vous donner les clés pour bien sélectionner les projets qui sont viables et notre deuxième promesse, c'est de vous donner un plan d'action concret pour le mettre en route, bien évidemment. C'est parti! Alors c'est vrai que les consultations, c'est bien, mais souvent, donc comme je disais tout à l'heure, on a envie d'autre chose. C'est vrai que moi j'adore consulter, j'adore recevoir des patients en individuel, j'adore le travail que l'on fait ensemble en consultation, mais j'ai toujours eu besoin, depuis que je suis lancée, à mener d'autres projets liés à mon statut d'indépendant, mais à mener d'autres projets sur le côté. Et actuellement, il y a les projets Ludiconsult là qui ont démarré il y a 3 ans et qui cartonnent. On a plus de 500 clients, hein, oui. Voilà, il y a les formations, les accompagnements diète en transition qui existent aussi depuis fin 2019. Et donc tout ça, ce sont deux gros projets ici qu'on a pu mener ensemble et qui fonctionnent vraiment bien. Et donc on a envie aussi nous vous partager un petit peu nos trucs et astuces par rapport à ces projets-là. Alors la plupart des diététiciens que nous rencontrons, avec qui nous échangeons, c'est certainement votre cas, ne se limite pas aux consultations. Il y en a certaines qui ont un statut de salarié à côté, qui travaillent en hôpital principalement, ou après dans d'autres organismes. Mais aussi en tant qu'indépendant, on échange beaucoup avec d'autres diètes qui font, par exemple, des cours de cuisine, des ateliers, qui font de la consultance en entreprise, etc. Donc d'autres projets sur le côté. Et je pense que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain aussi de vouloir faire autre chose que des consultations quand on est indépendant. Monter des nouveaux projets, ça permet de faire plein de choses, notamment ça permet d'avoir de nouvelles compétences professionnelles. Donc c'est super gai, super épanouissant de pouvoir mener tout ça et tester des nouvelles choses. Les projets, c'est la vie. Ça, c'est un petit peu notre petit dicton. Mais clairement, développer toutes ces autres sources de revenus, tous ces projets en dehors des consultations, il y a un côté attirant, hein, comme on l'a dit, mais encore faut-il trouver la bonne idée et construire un projet qui soit rentable, parce que c'est quelque chose que c'est un souhait que nous avons pour vous également. Et donc en échangeant avec toutes ces personnes qui peut-être ont lancé quelque chose et ça n'a pas tout à fait marché, je pense que c'est important de dégager déjà un petit peu les grandes erreurs qui sont commises, et puis après on verra ensuite comment est-ce qu'on peut renverser cette balance et démarrer du bon pied. C'est vraiment notre souhait pour vous. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Le temps pour construire le projet, souvent sous-estimé, c'est souvent dans ce sens-là. Une problématique qui n'a pas été vraiment validée. Parfois, il y a ce truc en fait, c'est un patient qui va vous demander quelque chose et vous vous lancez là-dedans. Et puis finalement, en fait, c'était un cas un peu isolé et pas vraiment une demande qu'on retrouvait chez beaucoup de personnes. Ou
quelque chose qu'on a vu aussi, c'est de votre perspective de diététicien, vous dites mais ça ce serait trop cool, et en fait ça marche pas parce qu'en fait ce projet pourrait avoir de la valeur, vous voyez beaucoup de valeur vous avec votre regard de diète, mais le patient il n'a pas du tout ce regard là, et donc au final ça ne marche pas en fait. Le coût du projet aussi, ça c'est quelque chose aussi dont il y a quelque chose ça n'a pas été bien réfléchi en tout cas. Et le dernier, l'aspect promotionnel. Très souvent, on se lance dans un projet et on n'a aucune idée de comment on va en faire la promo. Alors que c'est quelque chose qu'on travaille à la base, on en reparle juste après. Et donc, comme je le dis, la solution, ce qu'on vous propose, c'est lorsque vous avez vos idées folles, on va vous proposer un filtre. Un filtre qui va vous permettre de décider, mais vraiment en conscience, de voir vraiment les idées d'une part qui ont une chance de succès et les idées qui au final non, ça va pas tenir la route, ça va être une perte de temps et d'énergie en fait. Et pour ça, on vous propose ce fameux filtre, on va vous l'expliquer là juste maintenant, filtre en 3 étapes pour y faire passer toutes vos idées, oui. Et en plus, à la fin de cet épisode, je vous propose un plan d'action. Une fois que voilà, vous aurez sélectionné cette idée-là, elle a passé les 3 filtres et donc je peux y aller, je vous proposerai un plan d'action pour démarrer votre nouveau projet étape par étape. Et comme d'habitude, on va aborder tout ça à travers les 8 attitudes du diètepreneur. Eh ben, c'est parti Elise, on y va. Première attitude. Première attitude, le diètepreneur est 100% responsable de ses succès et de ses échecs. Et donc pourquoi est-ce qu'on a décidé d'inclure en fait ce filtre à 3 critères dans cette attitude-là? Parce qu'en fait, c'est de votre responsabilité d'anticiper un certain nombre de difficultés avant de faire quoi que ce soit, avant de vous lancer dans la création de ce projet. Moi, je suis un partisan de la méthode où on réfléchit quand même beaucoup, parce que réfléchir ça coûte pas d'argent et on peut facilement le faire seul ou à plusieurs. Réfléchir vraiment beaucoup, développer la stratégie et après on passe à l'action. Voilà, c'est pour ça qu'on vous propose ce filtre. Alors ce fameux filtre, allons-y. Critère numéro 1, proposer quelque chose d'attractif qui va résoudre un problème dur. Et ce problème dur, souvent la solution facile pour un diététicien, c'est d'aller voir chez ses clients, chez ses patient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un problème dur? Acronyme DUR, difficile, urgent et reconnu. Le côté difficile du problème, clairement, s'il sait le résoudre tout seul, c'est pas difficile, donc il n'aura pas besoin de vous. Donc ça doit être évident. Le côté urgent, en fait, votre patient, votre client, il veut la solution tout de suite à son problème. Et le R comme reconnu, en fait, il est conscient d'avoir ce problème. C'est souvent l'aspect qui est souvent négligé. Il faut qu'en fait qu'il est conscient de ce problème pour pouvoir le résoudre. C'est important. On va voir tout ça par la suite. Il faut vraiment qu'à la base de vos projets, il y ait ce problème dur là. C'est vraiment le truc cœur que si ça c'est pas bien réfléchi, ça n'ira jamais. Il faut vraiment le noter, l'avoir toujours à vue dans le développement de votre projet, ce problème dur. Alors, prenons un exemple. Je suis en consultation avec un patient et ce patient n'arrive pas à manger sainement car ils ont un peu la flemme de cuisiner le soir après leur journée de boulot. Ils n'ont pas d'idée de repas, ils ne prévoient pas leur menu à l'avance. Et ils retombent comme ça tout le temps dans des solutions de facilité, des pizzas, des lasagnes, des plats préparés. Et donc, vous pourriez penser, de votre perspective de diététicien, en fait, ils savent pas prévoir et construire leur menu de la semaine. Et donc, vous pensez directement à une solution. Vous allez proposer un atelier sur comment faire les menus de la semaine. Et donc, le vrai problème dur sur lequel vous devez partir, c'est en fait comment manger équilibré de façon simple et rapide quand on a la flemme. Et donc, je pense que la manière dont vous allez présenter votre atelier, si vous faites un atelier sur manger équilibré, facile et rapide, même quand on a la flemme, du coup, ça fera beaucoup plus écho à ce que le patient a dans sa tête
clairement le problème il est difficile, il est urgent parce que peut-être les gens voilà sont dans une situation où ils ont pris un peu de poids et se disent voilà il est temps d'agir, c'est maintenant. Et là du coup c'est beaucoup plus reconnu et donc les gens auront beaucoup plus envie de venir à votre atelier. Et donc au niveau de l'animation de votre atelier, voilà tout ça ce sera pensé dans ce sens-là. Vous allez, c'est ce qu'on appelle le positionnement ici. Vous allez positionner, vraiment penser votre atelier de A à Z en fonction de cette perspective du patient, en fonction de ce truc de ok je veux manger équilibré mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Voilà, ça va être vraiment et du coup vous allez arriver à développer quelque chose qui sera beaucoup plus pertinent. Donc du coup voyez un petit peu l'intérêt en fait de vraiment brainstormer ce problème dur d'un point de vue patient. Donc ça, c'était la première étape. Vraiment, comme tu l'as dit, définir ce problème dur-là et être bien certain que ça va répondre à un besoin auprès de vos patients, si c'est adressé, si votre service est adressé à eux. Alors, la deuxième étape, c'est d'être attentif au ratio temps-bénéfice, donc à la quantité de temps que vous allez avoir besoin pour développer votre projet et aux rentrées financières aux rentrées financières qui vont en découler. Et donc ce que je vous propose c'est de faire un business plan vraiment minimaliste, ça ne doit pas vous prendre trop de temps. Le mieux, je pense, c'est d'illustrer par deux exemples. On va prendre le premier exemple où vous vous lanceriez dans la création d'un e-book par exemple. Première étape, combien de temps ça va me prendre de l'écrire? Alors comme je l'ai dit plus haut dans le podcast, souvent on sous-estime ce temps. Je vous raconte une anecdote. Donc pour certains savent que avant de me consacrer 100% à Diète en transition et à Ludiconsult, j'exerçais la profession d'ingénieur et je faisais beaucoup de voyages en Asie, mais j'allais aussi parfois en Europe. Et entre autres, j'ai eu une conversation avec un électricien suédois, donc un responsable de projet, qui me disait toujours, moi quand je remets un devis, en fait j'estime le temps que ça va prendre et vu que c'est sur chantier et que c'est jamais en atelier, et en fait je me rends compte que ça prend toujours 3 fois plus de temps que ce que j'ai prévu. Et donc il me parlait du facteur pi et donc il multipliait tous ces temps estimés de travail par 3,14 et donc et souvent ça tombait juste quoi, et donc il trouvait ça assez incroyable et donc il disait je multiplie par pi et ça marche. Donc je vous conseille aussi de multiplier par pi si vous avez vous dites pour écrire l'e-book ça va me prendre 10 heures par exemple, si c'est un gros e-book, en fait, non, ce sera peut-être plus 30 heures. Donc voilà, essayez un petit peu de voir ça. Je pense que c'est pas délirant de multiplier par au moins 2 ou 3, clairement, d'un point de vue sécurité. Deuxième point par rapport à cet e-book-là, c'est de vous dire, par exemple, si 1% de ma communauté Instagram achète mon e-book, au moment où j'en ferai la promotion, bien sûr, combien je vais en vendre? Ok, regardez un petit peu, posez-vous et regardez un petit peu votre réseau. Alors là, j'ai pris l'exemple d'Instagram, mais regardez un petit peu le nombre de patients que vous avez si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Et essayez d'estimer, dans un premier temps, là, plutôt dans un horizon court terme, là, dès que je sors l'e-book, une estimation raisonnable. Et je pense que un taux de conversion, donc le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui achètent divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans votre réseau. Donc le taux de conversion réaliste, 1%, je pense que c'est sécuritaire en fait. Allez, prenez cette fourchette là. Si c'est supérieur, tant mieux, vous serez content. Mais on va plutôt viser raisonnable. Ça me paraît pas délirant en tout cas ce 1%. Donc pour ce genre de produit en tout cas. Évidemment, ça peut monter si vous le vendez bien avec vos produits bien différents, mais on va partir là-dessus. Et donc troisième point important pour l'e-book, c'est du coup quand vous avez toutes ces métriques là, quel prix réaliste vous pouvez mettre sur votre e-book pour engendrer une rémunération correcte par rapport à tout ça. Donc voilà. Pensez à tout ça avant de créer votre e-book, s'il vous plaît. Et puis regardez un petit peu la conclusion que vous pourriez en tirer. Deuxième exemple. Vous avez dit 2 exemples par rapport à ce business plan minimaliste. Et là, du coup, Élise, tu peux peut-être nous raconter une anecdote. Cette semaine, récemment, tu as eu un petit coup de fil, on t'a contacté pour faire un atelier. Est-ce que tu sais nous en dire plus ? Oui, alors on m'a contacté effectivement pour organiser un atelier ici fin d'année à destination des parents dans une école.
sur le thème, au départ, collation et alimentation durable. Donc voilà, quand j'ai la personne au téléphone, c'était sur ce sujet-là qu'elle voulait que j'intervienne. En discutant, je lui explique que précédemment, le mois passé, j'ai organisé 2 ateliers dans l'école de notre fils sur le thème justement des collations, mais aussi du petit déjeuner. Et donc, en discutant avec la dame au téléphone, je lui explique comment ça s'était passé et les résultats que j'avais obtenus avec les enfants lors de ces 2 ateliers. Et on a décidé de changer en fait un petit peu le thème de son sujet qu'elle avait en tête à la base, qui n'était pas très figé. Voilà, c'était une idée qu'elle avait eue par rapport à un autre projet qui menait en parallèle. Et je lui ai expliqué que ce que j'avais pu mettre en place avec les enfants là à l'école le mois passé, pouvait répondre beaucoup mieux aux besoins. Donc le problème dur là était mieux résolu par rapport aux besoins de ce qu'elle m'expliquait, aux attentes que les parents avaient. Et donc, ça allait être beaucoup plus intéressant pour les parents d'assister à cette conférence et que ça allait être aussi beaucoup plus facile pour elles d'en faire la promo. Parce que, voilà, l'alimentation durable, les collations, c'était un peu vague. Ici, on allait vraiment traiter un problème qui était difficile, c'est quoi choisir comme collation, quoi mettre en place comme petit déjeuner, comment faire en sorte que nos enfants prennent le petit déjeuner. Donc vraiment, des problèmes difficiles que les parents rencontrent tous les jours. Oui, et surtout reconnu en fait, de par le contact toi que tu as eu avec ces mamans-là, tu t'es rendu compte qu'il y avait elle se rendait compte que ce problème était vraiment présent. Oui, problème rencontré, par les institutrices aussi, à l'école qui se rend compte que les enfants arrivent le matin sans avoir déjeuné ou qui arrivent avec tout et n'importe quoi comme collation. La dame qui me contacte justement, elle, dans le cadre de son métier, mais elle aussi était maman et rencontrait aussi ces difficultés-là. Donc pour elle, c'était aussi tout à fait concret et logique d'orienter différemment un petit peu le thème de la conférence qu'elle me proposait pour qu'il réponde vraiment à ses besoins, tout en incluant évidemment une notion d'alimentation durable, d'alimentation saine, d'utiliser les produits locaux. Donc pour elle, c'était vraiment aussi quelque chose qui lui tenait à cœur et que voilà, ce sont des valeurs que moi aussi je défends. Voilà. Donc l'avantage ici, pourquoi on parle de ça en fait, pour que je vous explique cette anecdote, c'est que c'est vrai que si elle me proposait une conférence qui n'avait rien à voir avec les outils que j'avais déjà créés, ça allait demander beaucoup de temps, moi, de préparation, de déjà bien connaître les personnes, etc., à qui je m'adressais. Ici, moi, c'est les mamans à qui je vais m'adresser. C'est un public que je rencontre fréquemment en consultation, que je connais super bien. Donc voilà, moi, c'est déjà une bonne partie du travail qui est faite. Et c'est déjà un atelier que j'ai déjà pu, en grande partie, évidemment, moi, c'était adressé aux enfants, là, ça sera adressé aux parents. Mais voilà, le gros du travail, de la réflexion est déjà fait. Donc voilà, point de vue temps, parce que c'est ça la question, point de vue temps de préparation pour l'atelier. Voilà, il faut mettre ça dans la balance et voir un petit peu si c'est intéressant ou pas de l'animer. Après, je me suis dit aussi que ça pouvait être un atelier qui pourrait être, si ça se passe bien, qui pourrait être réitéré d'une année à l'autre ou qui pourrait être fait dans d'autres écoles sur la même année scolaire. Donc voilà, il faut toujours pouvoir un petit peu se dire, ah oui, je m'engage à ça va me prendre autant de temps, mes rentrées suite à cette animation-là seront ça. Avoir un petit peu, mettre tout ça dans la balance avant de prendre votre décision. Et donc toi, Élise, tu as décidé d'accepter cette mission parce qu'en fait, tu as considéré vraiment l'ensemble de ces points, le temps de préparation, le fait qu'en fait tu pourras recycler cet atelier-là et aussi, je sais pas si tu l'as dit clairement, mais aussi pour les retombées potentielles parce que clairement les mamans c'est un de tes publics cibles. Une de tes spécialisations en tout cas en consultation diététique là du coup et donc clairement les retombées elles sont clairement évidentes et elles peuvent tu pourrais avoir des personnes qui prennent rendez-vous avec toi suite justement à tes ateliers. Donc tout ça considéré ensemble, on peut vraiment arriver au stade où on se dit ah oui en fait ça vaut vraiment le coup quoi. Ou l'inverse, mais ici dans ton cas c'était oui. Comme on l'a dit, l'idéal c'est de servir un maximum de personnes avec un minimum de temps perso, tout en considérant les opportunités professionnelles. Repensez à l'exemple ici qu'on vient de traiter avec Élise. Vous voyez un peu le triangle temps,
argent, promotionnel, voilà, considérez un peu ces aspects-là. Est-ce que ça va pas me prendre trop de temps de préparation? Est-ce que voilà, la rémunération sera là, ratio temps-argent? Est-ce que je pourrais récupérer le fruit de mon travail plus tard? Et est-ce que peut-être finalement cette activité en dehors des consultations pourrait éventuellement ramener des patients en consultation? C'est aussi à considérer. Alors la troisième étape dont on voulait vous parler, c'est l'aspect promotion. Est-ce que tu sais nous en dire plus? Oui, donc avant même de créer votre projet, vous devez déjà avoir réfléchi à la manière dont vous allez le vendre. Parce que oui, je sais que voilà, les diététiciens, diététiciennes, voilà, ça va pas être forcément votre premier réflexe de penser à ça. Mais clairement, si je vous le dis, aujourd'hui, c'est pour votre bien. Et clairement, au sein du programme Réseau Top, on vous aide aussi à mettre en place cette stratégie de vente avant même de développer quoi que ce soit et de passer du temps dans l'élaboration de votre atelier, activité, produit, etc. Alors, quelques conseils. Premièrement, votre projet doit être une réponse à un problème dur. Ça, on en a déjà discuté. On vous a dit que c'était le fondamental de votre idée. Et donc du coup, utilisez ça et ça va être la base de votre communication quand vous allez faire votre publicité. Ici, on va afficher un petit exemple ici à l'écran. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on a une affiche et vous pouvez clairement regarder l'avant-après, le contexte ici pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Le contexte ici, c'était un atelier sur voilà la réalisation de menus équilibrés. Et donc la première version de l'affiche, voilà, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui prend le plus de place sur l'affiche, on avait une espèce de barquette de fruits des bois, voilà, tout mélangé. La plus grosse police de caractère qui ressortait, c'était atelier, ok. Comment manger, réaliser menu équilibré, et puis une adresse. Ça, c'était un tout petit. Et ça, c'était en tout petit, voilà. Donc, et l'avant-après, ce qu'on vous propose, c'est déjà mettre une belle photo de vous. Hein, on va voir à qui on a affaire. Ne gaspillez pas trop d'espace visuel avec des trucs qui sont pas raccords. Dans la photo des fruits, etc., elle a été mise petite et dans le coin. Et ce qui doit prendre le plus de place en termes de typologie, de taille de caractère, voilà les caractères qui vont ressortir le plus là au premier regard. Manger sain et équilibré sans prise de tête. Donc vous voyez un petit peu, je vous fais référence encore à ce problème dur là. Comment on passe de comment faire un menu équilibré, parce que finalement je sais, même si c'est ça qu'on va expliquer dans l'atelier, hein, j'entends bien, mais c'est pas ce que je reconnais moi d'un point de vue patient. Ce que je reconnais, c'est que je veux manger sain, équilibré et je veux pas me prendre la tête. Et donc quand je vois dans la typo de l'affiche ce truc-là écrit en gros, je fais ah mais c'est intéressant ça. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et donc du coup, ici regardez l'affiche après, au-dessus du titre, il y a toute une mise en contexte, je vous la lis. Marre de chercher chaque soir ce que vous pourrez manger, pas le temps ou l'envie de vous lancer dans de longues préparations culinaires. Grâce à cet atelier, apprenez à faire un menu hebdomadaire rapide et simple. Donc on retourne quand même sur ce truc de menu, mais il est contextualisé et au moins on comprend que voilà, il y a un peu d'éducation qui est fait sur ce flyers. Donc et puis après ensuite traditionnellement voilà les infos, mais là du coup elles sont en petit alors qu'avant elles étaient un plus grand. Mais en fait finalement c'est pas ça qui doit sauter aux yeux. Si la personne est intéressée, ne vous en faites pas, elle prendra la peine d'aller lire les petits caractères pour s'informer du prix, de la date, de l'adresse et tous ces petits détails logistiques. Donc allez voir ici le visuel, ça vaut la peine de regarder un peu l'avant-après, et je pense que c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit par rapport à ces projets-là. En ce qui concerne la promotion, Élise, parle-nous aussi de quelque chose qui est souvent sous-utilisé, c'est le fait d'utiliser un maximum de leviers possibles pour faire en sorte qu'un maximum de personnes, si possible qualifiées, soient au courant que voilà, vous allez faire quelque chose de nouveau, un projet, un atelier. Vas-y, raconte-nous ça, Élise. Oui. Alors, quelque chose qu'on a remarqué qui était vraiment fort important et parfois oublié, négligé, c'est le fait de rester isolé et de vouloir faire tout seul. Voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être pas un gros compte.
Et donc, un premier conseil, si vous faites une promotion de quelque chose par les réseaux sociaux, ça peut être d'utiliser le compte des autres. Que ça soit sur Facebook, Instagram, où vous avez peut-être 100, 200, 400 personnes, je ne sais pas, qui vous suivent, et des comptes voilà, avec plus de 10 000 abonnés. Donc, utilisez ces comptes-là. Arrangez-vous avec les administrateurs de ces groupes-là pour pouvoir parler de votre projet à un plus grand nombre de personnes. Ça peut être aussi dans la vraie vie. Donc là, je parlais au niveau des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi dans la vraie vie. Ici, comme l'exemple que tu montrais, vous pourriez organiser un atelier, mais avec une autre personne. Ça permet, voilà, d'agrandir votre réseau et et le réseau de l'autre personne plus votre réseau que vous pouvez informer de l'atelier pour l'organiser et ainsi avoir plus de monde. Nous, c'est vrai que quand on a lancé Consultation au Top en 2019, on a un petit peu parti de rien. On voulait créer une plateforme de formation en ligne pour aider justement les diététiciens à redynamiser leur consultation. Mais voilà, j'étais pas présente sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Voilà, on ne savait pas. On partait de zéro, on partait de rien. On avait cette idée-là en tête, mais on partait de rien. Et en fait, on a eu la chance d'avoir le soutien de l'Union professionnelle de l'UPDLF et de son réseau qui nous a un peu ouvert des portes parce qu'ils nous ont proposé en novembre 2019, je pense, d'organiser notre premier webinaire. Et donc, on a pu rencontrer, alors, lors de ce webinaire, de nombreux diététiciennes francophones, donc principalement Belgique et France, voilà, pour pouvoir un petit peu partager nos connaissances, nos valeurs, et mettre en place ce programme de diète en transition. Voilà. Donc, ne restez pas seul et utilisez le réseau des autres pour faire la promotion de vos différents projets. Et donc voilà, ça c'était pour voilà les filtres que vous pouvez mettre en place pour vos idées. On vous a vraiment donné ici les grandes lignes, mais on voulait aller encore un petit peu plus loin ici avec vous. On va continuer d'investiguer les différentes attitudes et l'attitude suivante, Élise. C'est le diètepreneur envoie de l'énergie positive. Quand on se lance dans des projets, c'est vachement plus facile de le faire dans l'énergie, dans la positivité. Et ça, clairement, ça va se transmettre dans votre communication, dans la réalisation de vos projets. Je prenais des exemples, voilà, aller réseauter avec d'autres personnes. Lorsque vous parlez à d'autres personnes de votre projet, on doit sentir que voilà, il y a un truc qui vous fait vibrer, cette énergie, elle va se ressentir, elle va résonner, elle va s'amplifier, les gens viendront beaucoup plus facilement vers vous. Attitude suivante qui est super aussi importante, c'est le diètepreneur, c'est donner et c'est recevoir. On vous fait écho à ce qu'on vient de dire, le ratio temps, argent. C'est super important de s'investir dans ces projets, de faire preuve de générosité, de mobiliser toute la force qu'on a à l'intérieur de soi, mais aussi il faut faire attention de ne pas s'oublier. Donc ça, je vous dis ça par rapport aux tarifs que vous allez proposer. Évidemment, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit plus haut. Attitude suivante. Attitude suivante, le diètepreneur a le courage de passer à l'action même si c'est imparfait. Alors ça, c'est très important. On arrive ici maintenant au fameux plan d'action que je vous ai promis au début de l'épisode. Vous avez votre idée, vous avez fait votre business plan minimaliste, vous avez une idée du prix que vous allez proposer, vous vous dites mais non, là il y a quelque chose, ça tient la route. Qu'est-ce que je peux mettre en place là maintenant pour démarrer de la meilleure manière qui soit. Et du coup, on l'a intégré dans cette attitude ici, le diètepreneur, a le courage de passer à l'action, même si c'est imparfait, parce que vous allez voir que cette attitude va vous aider à faire preuve vraiment d'un lâcher prise. Ici, on va vraiment prendre sur soi pour faire des choses qui sont imparfaites au début, mais vous allez voir, c'est la meilleure manière pour tout de suite valider certaines choses et avancer de la meilleure manière possible, je l'ai déjà dit. Et donc maintenant, c'est parti. Qu'est-ce que vous allez faire? Plongeons-nous dans ce plan d'action. Première étape de ce plan,
vous allez en parler à un maximum de personnes. Vous allez discuter de votre idée à des personnes qui pourraient en bénéficier. C'est très important. Évitez tonton Jackie qui est pas du tout dans votre domaine. Vous devez en parler aux gens qui ont un intérêt à ce que vous proposez et évidemment aller vers vos patients, aller vers vos clients, aller vers ces personnes-là. Parlez-en au détour d'une conversation entre deux patients. Prenez 2 minutes là, si vous pouvez les prendre avec un patient et voilà, injecter l'énergie positive. Regardez un petit peu comment ces personnes vont réagir, leur non-verbal quand vous allez leur parler de votre projet. Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Ça va déjà vous donner quelques feux verts. Donc deuxième étape. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voyez justement cet intérêt sur le visage de peut-être vos futurs clients pour cette nouvelle aventure, faites des précommandes tout de suite. Vraiment, essayez de passer à l'action tout de suite avec une attitude extrêmement honnête. Donc voilà, monsieur le patient, j'ai un nouveau projet, il s'agit de ça. Je peux vous proposer, attention, il n'y a rien qui est fait, vous pourrez bénéficier de ce projet-là. Voilà, vous donnez-lui un horizon temps avec le Pi-facteur, on est bien d'accord. Vous lui donnez un horizon de temps et vous lui proposez peut-être une réduction. Mais en tout cas, engagez-le financièrement dans cette aventure parce que parfois les gens vont vous dire c'est super votre projet, mais quand il faut faire sortir les euros des portefeuilles, bizarrement, il n'y a plus personne. Et donc ça veut dire que soit le problème il n'est pas assez dur, soit voilà, votre produit n'a pas assez d'intérêt. Donc attention à ça. Donc faites des précommandes tout de suite. Et ça, en fait, ça fonctionne à peu près pour n'importe quel projet. Je vais vous passer des exemples. Vous voulez faire par exemple un accompagnement premium, un suivi rapproché, de l'aide pour les courses de l'aide en cuisine, des mesures impédance métrique, du coaching sportif. Voilà, prenez un groupe de bêta-testeurs, proposez par exemple une réduction de 50% et déjà faites vos premiers suivis. Vous voulez faire des accompagnements de groupe, prenez des bêta-testeurs parmi votre patientèle. Vous voulez faire un accompagnement ou des formations en ligne, faites des précommandes avant que le produit ne soit conçu. Comme je vous le dis, en étant bien carré et proposer un remboursement si jamais voilà votre produit ne répond pas aux attentes. Voilà, faites preuve d'honnêteté, c'est important. Vous voulez faire de la consultance en entreprise, dans des sociétés agroalimentaires ou carrément aller former des gens en entreprise ou aider des employés à mieux manger, pourquoi pas faire ce genre d'animation, ça fonctionne. Eh bien, la première étape, c'est aller dans des entreprises que vous connaissez, si voilà l'entreprise de votre mari, l'entreprise de quelqu'un que vous connaissez, aller rencontrer les gens, demander s'il y a vraiment un intérêt, proposer éventuellement un atelier gratuit ou un atelier à prix réduit pour voir comment les gens résonnent à votre proposition. Vous voulez faire des ateliers, des formations, des séminaires, des ateliers de cuisine, prenez un groupe de bêta-testeurs et proposez-leur une réduction. Vous faites un livre, un e-book, faites des précommandes avec votre patientèle, faites-leur la promesse, cet e-book, quel problème il va résoudre et faites des précommandes avec une réduction. Si vous voulez vous lancer dans la conception d'un produit physique, voilà, un objet que vous allez vendre, eh bien, prototypez, faites un prototype qui est fait avec les moyens du bord et qui peut être produit très très rapidement avec un coût très petit pour directement le tester et voir si ce produit fonctionne et résout vraiment les problèmes. Par exemple, ici il y a l'exemple des jeux Ludiconsult. Avant d'arriver au produit que vous connaissez, donc le truc nickel fait par l'imprimeur, etc. En fait, Élise, Justine, c'est fait avec des feuilles de couleur, c'est découpé, des images qui sont imprimées avec l'imprimante ici de la maison. Et donc, mais c'est suffisant en fait pour tester la manière dont on amène le jeu, les mécaniques de jeu, voilà. Et on fait plein de prototypes avant de lancer forcément les belles impressions chez l'imprimeur. Ça, c'est capital. Et donc, avec tout ça, mon but c'était vraiment de vous montrer comment on peut commencer à vite démarrer, à vous mettre le pied à l'étrier sans perdre votre temps. Et si vous voyez au bout de cette étape-là que en fait finalement les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez, c'est de tout de suite pouvoir rebondir et de ok, le problème dure, est-ce que c'est bien fait, et de recommencer cette analyse-là sans avoir perdu trop de temps en fait, et prendre cette décision-là vraiment en conscience. Et pas seulement sur le premier échec que vous allez rencontrer. Donc là, vous allez vraiment pouvoir tester, voilà, une fois de plus sans perdre votre temps.
On passe à l'attitude suivante. Le diètepreneur ose demander de l'aide. Alors, développer un nouveau projet quand on est tout seul, c'est juste impossible. Ce que je vous conseille, c'est d'étendre votre réseau pour augmenter un peu la portée de ce projet-là. Donc, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le réseau humain, peu importe, mais voilà, d'augmenter au maximum votre réseau, d'augmenter vos compétences techniques. Je pense notamment, par exemple, si vous voulez vendre un produit en ligne, voilà, mettre en place un site e-commerce. Donc voilà, vous allez demander de l'aide peut-être pour ça. Et par rapport à tout ce qui est copywriting, si aussi vous vous développez en ligne, c'est peut-être des compétences que vous n'avez pas, donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide pour vous aider sur ce point-là. Et c'est tous des points que nous, on travaille chez Réseau au Top. Vous pouvez demander de l'aide pour soit vous apprendre à faire ça ou pour trouver des bonnes personnes qui peuvent vous aider ou les bonnes astuces pour y arriver. Voilà, on arrive tout doucement au bout de cet épisode. On va vous faire un petit résumé. On a dit une fois de plus beaucoup de choses. Mais avant, il y a encore une attitude qu'on aimerait bien voir ensemble. C'est le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. Dans ce podcast, on a parlé beaucoup de trouver, on a parlé de positionnement, de problèmes durs. Au final, tout l'art consiste dans le fait de pouvoir exprimer correctement la valeur que vous allez pouvoir apporter aux gens à travers ces nouveaux projets, ces nouveaux produits que vous allez lancer. C'est vraiment un point extrêmement capital. Et donc, nous avons développé ici chez Diète en Transition une formation email gratuite pour vous aider justement à mieux communiquer et à développer votre activité de diète indépendant ainsi que tous vos projets annexes. C'est vraiment une philosophie qui est la base pour tout. En fait, vous allez pouvoir la mettre à toutes les déclinaisons. Il n'y a vraiment pas de souci. Elle s'appelle le coup de pouce. On y parle des 2 principes les plus importants pour communiquer avec impact, de l'importance de la spécialisation. Il y a un webinaire de 2 heures qui est consacré au fait de réussir sur les réseaux sociaux. On y parle aussi de comment réussir avec son réseau humain. On en a beaucoup parlé aussi dans ce podcast-là parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie et des 4 blocages à surmonter pour réussir, pour obtenir tous ces conseils. Rendez-vous sur dièteentransition.com/grandir. Le lien est dans la description. Alors, on peut passer au résumé, je pense. Voilà. On va vous rappeler les 3 clés pour vous aider à diversifier vos revenus ou à mettre en place de nouveaux projets. La première clé, c'est de mettre en place un projet attractif pour le patient qui résout, pour votre client, qui résout un problème dur identifié auprès de votre public cible. La deuxième clé, c'est de pouvoir en faire bénéficier un maximum de personnes avec un maximum de temps personnel et un bon ratio, on en a beaucoup parlé, un bon ratio temps-bénéfice. Et la troisième clé, c'est de bosser la promotion de votre projet avant quoi que ce soit, avant de démarrer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment les 3 clés que l'on voulait vous partager. J'espère que vous les avez bien notez. Et n'oubliez pas, lorsque vous aurez dégagé une idée qui vous semble cohérente, voilà, une fois que vous aurez passé ces filtres et que vous vous dites, voilà, j'ai un feu vert, n'oubliez pas, vous en parlez à un maximum de personnes tout de suite, immédiatement. Et deuxièmement, essayez d'appliquer la technique du pré-lancement, comme on a dit, c'est-à-dire essayez d'engager les personnes financièrement avant même que le produit ne soit créé. On espère qu'avec cet épisode, vous serez plus confiant, plus serein, mieux équipé, mieux outillé aussi pour démarrer un nouveau projet, pour le mettre en place, pour l'exécuter. Merci à tous encore pour votre fidélité, votre présence dans tous ces épisodes. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous. Voilà, nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que vous en parlez et que ce podcast est diffusé à de plus en plus de diététiciens indépendants. Si vous nous rejoignez sur cette chaîne, abonnez-vous, likez tous les épisodes, partagez-le à vos collègues. Merci vraiment pour votre attention, pour vos commentaires, pour vos petits messages. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ce podcast et pour nous, c'est vraiment formidable. Je vous rappelle que vous faites tous et toutes un métier incroyable et que les gens ont besoin de vous. À bientôt dans le prochain épisode du podcast des Diètepreneurs. Ciao. Salut!